Salut tout le monde, c'est votre rendez-vous habituel du mercredi PLB Club. On va parler comme chaque semaine du foot anglais, du foot allemand, de la Première Ligue, de la Bundesliga. On va parler de ce qui s'est passé le week-end dernier et de ce qui risque de se passer le week-end prochain. Salut Phil. Bonjour Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. Et puis on aura un invité de marque aussi, c'est Anthony Van Den Borre. Salut Anthony, on te retrouvera dans un petit instant. Parce qu'évidemment, on va parler du classique dans quelques minutes, le match au sommet entre Dortmund et le Bayern Munich avec, sur le banc du Bayern, évidemment, un grand ami d'Anthony. Ce sera intéressant. On se plonge dans l'émission et on commence, comme d'habitude, avec un regard sur la prestation des Belges. Et pour commencer, on a évidemment un regard sur les prestations des Belges en Angleterre. Et je dirais comme d'habitude, malheureusement, on doit dire qu'il n'y a pas beaucoup de Belges qui participent aux rencontres. Et on ne parle même pas des buts ou des assists, parce que là, il n'y en a pas du tout. C'est tristounet. Hein. Oui, c'est tristounet. On peut pointer le retour de Romeo Lavia sur le banc de Chelsea. Il était déjà là en coupe. On espère qu'il va pouvoir rejouer. Puis celui dont on parle beaucoup, évidemment, c'est Neulemans, qui est devenu déjà la semaine passée, je pense, le joueur belge qui a le plus joué en Première Ligue cette saison. Et qui, dans le dernier match, a été homme du match. Il a été homme du match parce qu'effectivement, il a fait un très très bon match lundi lors du déplacement de Manchester United à Everton. Victoire 0-1. On l'écoute, petite interview juste après la rencontre, et puis on en parle après. I can speak personally for me. I think those are probably the best wins, especially for the goalkeeper. Because sometimes when you, like for example against City, where I think we played our best game of the season, I didn't really have a lot to do, which still feels amazing that we play like that. But today was a little bit more hard fought. Not always the prettiest, but those are the most difficult games. Physicality, those set pieces are really one of my strengths. So I take pride in that as well. So yeah, for me it was a really nice day today. Ouais, c'est sympa. Il a failli, par parenthèse, encaisser le but le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue avec ce dégagement qu'il fait sur Barry et qui passe dans son dos. Ben, voilà. Après, il a fait un gros match. Il a pris 8 quand même, 8 sur 10 par nos collègues, nos confrères de Sky. Je dirais qu'il est arrivé au bon moment, parce qu'il n'a pas débuté en début de saison, mais il a eu le temps de s'accoutumer à la Première Ligue, à l'équipe aussi, et puis il est à fond maintenant dans la nouvelle génération qui est initiée à Manchester United. Il est vraiment tombé au bon moment, je trouve, dans cette équipe. Et forcément, il y a la question du numéro 2 chez les Diables qui se pose, Jean-François. On va voir une infographie. Sels et Lamens, ils ont quasiment les mêmes stats. C'est ça qui est assez amusant. Mais ils ont les mêmes stats, mais ils ont une dynamique qui est complètement différente, puisque l'un est en train de grandir dans les cages de Manchester United, ou l'autre, malheureusement parce qu'il est blessé, ne joue plus. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter en plus, c'est qu'il ne joue plus, mais que dans les buts, aujourd'hui, il y a Ortega aussi, qui joue du côté de Nottingham. Et je pense que lorsqu'il sera de retour de blessure, Ortega est plus qu'un sérieux adversaire pour le poste de titulaire. Donc, je dirais que la dynamique étant celle-là, on peut se reposer la question, puisqu'il y en a un qui va continuer à jouer, l'autre qui, à mon avis, ne jouera plus. Et donc, la finalité de tout ça, c'est à la Coupe du Monde. Ils seront là tous les deux, je pense. Mais qui aura le rôle de numéro 2 ? Maintenant, ça se rediscute. Avant, je trouve que ça ne se discutait pas. Maintenant, ça se rediscute. Donc, on verra. Il faudra faire le choix aussi entre la jeunesse et l'expérience, parce que Sels a cet avantage-là, c'est qu'il a une expérience que Lamens n'a pas. Mais ça, ce sera le choix de Rudy Garcia. Un mot aussi sur un jeune joueur, Phil, qu'on a vu apparaître, pas encore en Première Ligue, je pense, sur le banc de Brentford, mais notamment en Coupe. Oui, il est monté au jeu dans un match de coupe avec Brentford. Alors, il vient il vient du centre de formation de Brentford. Il est né à Washington. Il a une maman belge et je pense que son père est américain, donc il est venu ensuite en Angleterre et il a fait ses classes petit à petit. Donc on le connaît pas très très bien, mais il a joué pour les il a 7 matchs, U19, je pense, avec les U19 belges. Voilà, c'est la fédération cherche aussi à trouver des joueurs qui sont dans d'autres pays, qui ont une racine belge à un moment donné. Voilà, c'est. On verra, il est encore très jeune, il faut qu'il se développe encore et on ne peut pas non plus en faire une promesse. Il est déjà dans un bon club pour se développer. Il est dans un bon club, c'est vrai, pour son épanouissement personnel. Ce qui veut dire que voilà, à Brentford, on en a 2 finalement. On en a 2, avec Kai Furo. Kai Furo qui joue aussi là-bas. Donc, et qui lui était titulaire pendant le match de coupe. Il a joué 65 minutes, je pense. Intéressant ce club de Brentford. Les Belges en Bundesliga à présent. Bon, ils sont 3 seulement à avoir participé aux rencontres. Van de Voort qui profite de la blessure du numéro 1, là du côté de
De Leipzig. Ouais. Linen, Mbangula, tous les 3 titulaires, les autres, je vais dire, blessés au choix de l'entraîneur. Moi, je pense à un gars comme Bakayoko parce qu'il a un adversaire, Diomande, on avait déjà parlé de lui pendant cette saison-ci, et il a un adversaire devant lui qui est très fort. Et là, pour l'instant, je trouve que c'est à peu près une des plus grandes déceptions quand même sur la saison en Bundesliga, c'est le fait que Bakayoko ne joue pas suffisamment. Donc voilà. Pourtant, il a un potentiel énorme. Et Al-Dakhil n'était même pas sur le banc. Il n'était pas sur le banc, ça reste un mystère aussi. Mais après, vous savez, c'est la dynamique des saisons, c'est comme ça. Et parfois, il faut accrocher le wagon au bon moment, être dans la dynamique des résultats, ou alors on est malheureusement cantonné à un rôle de réserviste. Ce qui est toujours problématique, une année de Coupe du Monde, bien entendu. On passe aux affiches du week-end prochain, à présent. Et pour ce chapitre sur les affiches, on accueille donc avec beaucoup de plaisir Anthony Vandenborre. Salut Anthony, merci d'être avec nous et de nous accorder un petit peu de ton temps. Comment vas-tu tout d'abord ? Ça va très bien, tout se passe bien pour le moment. Salut à tout le monde sur le plateau. Chaque semaine, on va dire que tu es quand même à fond dans le foot anglais et le foot allemand, puisque tu es consultant sur PlaySport. Tu es aussi un grand ami de Vincent Kompany, on l'a dit. Ça tombe bien parce qu'on va parler tout à l'heure du classique entre Dortmund et le Bayern. Donc merci d'être là. Mais avant de parler des affiches, Anthony, on va tirer un coup de chapeau, vraiment, à un joueur qu'on connaît depuis des années en Première Ligue. C'est évidemment James Milner qui a battu le record du nombre de matchs disputés en Première Ligue. 654 matchs de Première Ligue. Il a battu le record de Gareth Barry. Incroyable. Il a fêté ses 40 ans début janvier. Quelle longévité incroyable. Moi, je suis plein d'admiration pour des carrières qui sont comme ça. C'est difficile d'être un professionnel à ce niveau-là. Et donc, quand on arrive à tenir si longtemps, il y a beaucoup d'exigences aussi. Et puis, voilà, chapeau en tout cas. Il est monté sur le terrain avec une chaussure où il avait inscrit le nombre de matchs. Là, voilà. Je pense que ça va devenir un collector. Ou alors, il arrive à 700 à un moment donné. Mais oui... extraordinaire. Anthony, qu'est-ce que tu penses d'une carrière pareille? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on le connaît, ce gars-là. Il a 40 ans. Il est même un peu plus vieux que toi, finalement, aussi. Je pense que j'ai une petite anecdote sur lui, c'est que je l'avais entreaperçu, je pense, qu'à ses débuts avec Leeds en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'eux, ils jouaient, ils étaient avec l'effectif, et nous, on était les jeunes qui faisaient le drapeau au milieu du terrain de la Ligue des Champions, et il était déjà là, avec Leeds. Ah oui. Il a eu le temps de commencer avant moi, de faire toute sa carrière. Et il termine encore après, vous imaginez, donc... Exceptionnel. Non, ça c'est exceptionnel, c'est des joueurs comme ça, mais c'est le niveau de professionnalisme qui s'est mis peut-être toute sa vie, la rigueur et tout ça. Et ça paye, Ouais, il a commencé à 16 ans. Je pense que le match dont tu parles, c'était évidemment avec Anderlecht. C'était au début des années 2000. Anthony commence quasiment à 16 ans aussi, pour la petite anecdote. Voilà. Mais quand même, voir quelqu'un il y a 20 ans, toi t'es un petit garçon de 12, 13, 14 ans, tu fais le drapeau et son terrain aujourd'hui à la télé, magique. C'est magique, tu as raison. Oui. Mais d'aussi loin que je le connaisse sur un terrain de foot, ce qui m'a toujours impressionné avec lui, c'est sa polyvalence, parce qu'il a souvent été quelqu'un qui dépannait à des postes qui n'étaient pas vraiment faits pour lui. Il l'a fait très très bien dans des clubs différents, avec des entraîneurs différents, des systèmes différents, et il continue à le faire aujourd'hui à Brighton, où il est sur le banc a priori, mais il était titulaire. Ici, oui, pour son record, il a fait jouer titulaire, évidemment. En plus, ils ont gagné. Donc, pour l'instant, il a un peu de mal à gagner des matchs, mais lui, il peut jouer quasiment à tous les postes. Je n'ai jamais vu jouer gardien, mais il est capable de tout. C'est vrai, c'est exceptionnel. Bon, voilà, avec Milner, la transition, elle est vite faite avec le match dont on va parler maintenant, puisque Milner, il a notamment joué à Leeds et à Manchester City. On l'a vu, ces deux équipes vont se rencontrer ce week-end à Ellen Road. Ce sera samedi à 18h30. C'est évidemment un match très important pour City, qui est à 5 points d'Arsenal. Il y a la lutte entre les deux avec les Gunners. Leeds est 15e. Alors, question, est-ce que la 15e position de Leeds est une position
trompeuse. Il faut se méfier quand même de cette équipe de Leeds. Jean-François. Alors, il faut s'en méfier parce qu'en effet, c'est une équipe, moi je les ai commentés le week-end dernier, c'est quand même costaud. Après, c'est costaud, mais ils peuvent aussi basculer à un moment donné. On voit ici surtout que la dynamique est terriblement différente entre la première et la 13e journée. Regardez, 11 points sur 39, et de la 14e à la 27e journée, c'est 20 points sur 42. En fait, depuis le mois de décembre, ils ont concédé 2 défaites. Manchester City a fait mieux qu'eux. Il y a un autre club aussi qui a fait mieux qu'eux. Je l'ai noté. City United. Les deux Manchester. City et United. Et pour le reste, c'est l'équipe qui a pris enfin pas le plus de points, mais c'est l'équipe qui a concédé le moins de défaites. Donc je trouve que c'est une dynamique hyper positive. Qu'est-ce qui a changé exactement? Parce que c'est le même entraîneur, les mêmes joueurs, et voilà. Le déclic, Jean-François, c'est la défaite de Leeds au match aller face à City. C'est juste après qu'ils ont commencé Exactement. J'espère pour eux que ce ne sera pas la fin du cycle aussi. Oui. Anthony, il ne faut pas sous-estimer ce déplacement. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Leeds? C'est pas facile vu le contexte, et notamment les derniers résultats. Moi, comme Jean-François, je l'ai vu jouer ce week-end. Donc, pour moi, Leeds est en grande forme. Au-delà d'avoir des résultats, ils ont très très bien joué. C'est une équipe qui savait manier le ballon et qui savait de temps en temps jouer long s'il fallait. Et c'était une équipe vraiment groupée et tous bien positionnés. Et je pense qu'avec un attaquant, un target comme Calvert-Lewin et notamment un tireur de phase arrêté comme Stack, ça peut être très très dangereux. Ouais, justement, on va parler de Calvert-Lewin. Qui est un vieil habitué de la Première Ligue. On le connaît évidemment depuis des années. Il a joué 9 ans à Everton, ce qui est quand même un fameux bail. Et puis il s'est retrouvé en fin de contrat cet été. Donc ça a été un petit peu compliqué. Sans club à un moment donné. Oui, sans club, c'est ce que je voulais dire. Il a quand même trouvé une porte de sortie qui finalement est très intéressante. C'est à Leeds. Il a marqué 10 buts jusqu'à présent. Comment a-t-il vécu la saison, la période de l'été dernier? On l'écoute. Calvert-Lewin. Being a free agent it's an interesting position because you would see someone move for 40 mil or 50 mil and you kind of left scratching your head a little bit and you're thinking, well, I don't cost anything. One thing you can't do is let your ego take a hit because this is life. It's like I said, you have to have humility and just understand that everyone's journey is different. And I think if you maintain that belief that what's meant for you won't pass you by, then you can have confidence that the right opportunity will arise. Thankfully, I had my wife and my daughter. The weather was nice, so I was taking my daughter to the park most days, pushing her on the swing, and that was keeping me busy. But then you'd have moments where you realise what position you're in, and you check your phone, and nothing's going on. And it was a strange position to be in, but I wouldn't change anything in my career so far. Did you ever think, I guess, sort of 2-3 years ago, that you would be in that England World Cup conversation again in your career? You want me to be honest? Yeah, please. Yes, of course. Yeah. Because not in like in an arrogant way, but like I was talking about before, it's sometimes momentum, circumstances, and belief in yourself that if I can do it once, I can do it again. In terms of priorities, number one is ensuring that we stay in the Premier League this season. Eh oui, d'abord le club, mais bon, la Coupe du Monde, est-ce qu'il y sera? Il y a de la concurrence là-devant. Il y a beaucoup de concurrence, mais en même temps, après il faut voir parce que il y a Watkins par exemple qui est un autre concurrent. Rashford. Voilà, il y a énormément de potentiel de concurrence. Il y a peut-être, je pense, Rashford fait une super saison aussi, donc voilà. Mais moi, vous savez ce que je retiens de l'interview que je viens d'entendre maintenant, c'est à un moment donné, il ne faut pas se laisser bouffer par son ego. Ah, oui. Et je pense que l'ego est la chose, l'un des plus grands adversaires du footballeur aujourd'hui, à ce niveau-là en tout cas. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'il dit et en même temps beaucoup de certitude. Et d'ambition. Et d'ambition. Mais c'est ça qu'il faut avoir comme footballeur. Enfin, cette humilité-là et cette ambition et cette confiance en lui. Parce que finalement, il peut compter que sur lui dans une période comme celle-là. Et ça marche très très bien. Anthony, tu as aussi connu parfois des périodes compliquées où tu t'es retrouvé sans club. C'est pas facile à gérer, j'imagine ça.
Ouais, c'est pas facile à gérer, surtout si tu es un joueur qui a eu un statut. Après, tu te retrouves sans rien ou presque rien. Mais comme on l'a dit, c'est d'abord la confiance en soi, l'humilité et l'entourage qui est très important, qui est là pour te soutenir. Et toi, dès que tu as un objectif et des ambitions, toujours garder cette ligne de conduite sur le long terme. Et, et si tu as confiance en tes qualités, tu sais qu'avec tout le travail que tu as accompli, la chance viendra un jour. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Calvert-Lewin. Et on voit qu'il a encore des grandes ambitions qui ne sont pas faciles parce que lui, c'est l'Angleterre, l'attaque de l'Angleterre. Donc, c'est vraiment pas facile. Non, c'est vrai, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment un transfert réussi, c'est le win-win hein, pour lui et pour Leeds parce que c'est une bonne pioche hein, pour ce club certainement parce qu'on avait parlé de ça au début de la saison. Qu'on voyait, c'est que Leeds était très volontaire, très physique, très engagé sur le terrain, mais ça manquait un petit peu de qualité. Maintenant, ils l'ont trouvé, je trouve. Il y a vraiment des choses de qualité qui se passent sur le terrain. Et un joueur comme ça, il est au bout des actions pour les conclure. Ça, c'est la bonne combinaison. Alors, pas pour jouer la Coupe d'Europe, hein, mais pour se maintenir, je pense qu'ils sont vraiment très bien. C'est un grand club, hein, Leeds, avec un public... Je rajoute juste un petit truc à tout ce qu'on a dit. Il y a aussi, à un moment donné, quand ça se passe comme ça, il y a une main qui se tend. Ouais. Et la main qui s'est tendue cette année, c'est Daniel Farke. Oui. Ouais. Voilà, donc c'est aussi important d'avoir cette voilà, dans cette équation, il faut quelqu'un qui tende la main à un moment donné et qui fasse confiance parce que le pire de tout, c'est que vous êtes aussi voilà, c'est quand vous êtes sans club, les gens se disent pourquoi et comment, et qu'est-ce qui s'est passé, ils se posent 25 000 questions. Il y a un gars qui décide à un moment donné et dit ok, j'oublie ça, je lui tends la main et je vais l'aider à se sortir de sa situation. Dans cette équipe de Leeds, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, évidemment. Il y a Sébastien Bornhout qui vit sa première saison à Leeds. On va voir ses statistiques et je me tourne vers toi, Anthony, parce que tu le connais bien, évidemment, Bornhout, ancien Anderlecht, comme toi. Saison un peu compliquée quand même, c'est difficile pour lui de trouver du temps de jeu. Saison compliquée, et aussi quand il était à Wolfsburg, pour moi, c'était des saisons un peu frustrantes pour lui. Mais bon, on va dire que c'est un jeune joueur qui vient d'un championnat, pas faible, mais on va dire qu'il est quand même moindre que la Bundesliga et puis la Première Ligue. Il doit faire ses armes, il doit continuer à se battre. En plus, pour lui, je pense qu'en défense centrale pour l'équipe nationale, il y a des postes à prendre. Il doit y croire, il doit se mettre au niveau de la Première Ligue et rien lâcher. C'est ça le haut niveau. Soit tu lâches, soit tu es là. Et il n'a pas le choix. Non, mais il doit trouver effectivement un petit peu sa place du côté de Leeds. Il est grand, il est fort, il a un bon jeu de tête, franchement, il est encore jeune, il a une base technique qui est intéressante, etc. Tout petit bémol de temps en temps, c'est que voilà, c'est difficile d'être stable toujours mentalement aussi. Et la situation qu'il a connue à Wolfsburg l'année dernière lui a fait perdre un petit peu cette confiance qu'il avait en lui. Et donc il faut pour l'instant c'est un peu le même principe. Hein, il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe et qui fait parce qu'il a joué quelques matchs, mais il sentait bien qu'il jouait parce que les autres étaient blessés et qu'il n'avait pas vraiment l'opportunité de dire si je joue bien, je reste dans l'équipe. Moi, j'y crois pas. Ça, Rodon était un titulaire dans la tête de l'entraîneur. Et je sais que les joueurs, ils interprètent tout ça aussi. Ils regardent tout ce qui se passe. Hein, les joueurs, ils regardent la couleur d'une chasuble à l'entraînement. Oui, d'office. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Bien, on passe à City à présent, qui court toujours derrière Arsenal, évidemment, et qui met la pression sur Arsenal, parce qu'il y a quand même eu 3 victoires d'affilée. Une victoire importante, bien sûr, face à Newcastle le week-end dernier, 2-1. 2 buts de Nico O'Reilly. C'est la révélation de la saison, lui ? Du côté de City, oui, je pense qu'on peut le dire. Il a fait des bons matchs en fin de saison, la saison dernière aussi. Il a montré un vrai potentiel. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a toute la confiance de Guardiola. Et son temps de jeu cette saison le prouve. Passer de 16% à 81% dans une équipe comme City, je n'ai pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire, je pense. Et puis, il est polyvalent, un petit peu comme toi, Anthony. Alors lui, c'est plutôt côté gauche, sur le flanc gauche de la défense, mais capable de jouer dans l'entrejeu. C'est un peu ton cas aussi. Il a du talent, ce gars-là. Après, lui, il a fait ses formations au milieu de terrain. On l'a repositionné, Pep l'a repositionné un peu sur le piston gauche ou latéral gauche, on peut dire ça si vous voulez. Et on voit vraiment qu'il a confiance en lui, qu'il en a fait un titulaire à part entière et il le remet bien sur le terrain. Et sa qualité de passe décisive ou de but qu'il met, c'est phénoménal quand même. Mais après, c'est dû au jeu de City qui est porté vraiment vers l'avant, où il y a des mouvements dans tous les sens.
et qui permettent à plusieurs joueurs et plusieurs positions d'aller mettre son petit but. Ouais, et les buts qu'il met, on les a vus le week-end dernier, ce sont des beaux buts. O'Reilly, élu homme du match évidemment face à Newcastle. On l'écoute. Yeah, no, I'm over the moon tonight. I mean, the win was the most important thing. Try and close the gap and apply as much pressure as possible. And yeah, also very happy with the 2 goals. On closing the gap, on that pressure, I'm sure as a young player here, you were looking at this team win titles. You're now a very big part of your own title race. How are you finding that experience? Yeah, it's a dream of mine to win something like this. I mean, there's still a lot of games to go, and we just need to take each game as it comes. And yeah, I'm enjoying every moment and taking it all in. Well done, you're today's player of the match. Enjoy that one. Il a 20 ans, hein, donc il a vraiment un bel avenir devant lui. Alors pour nos collègues de Sky, c'était l'homme du match, mais vous allez entendre que pour Pep Guardiola, qui a reconnu évidemment que O'Reilly avait fait un super match, eh bien pour Pep, l'homme du match, c'est pas O'Reilly, c'est... Vous allez l'entendre. Erling Haaland today was the man of the match for me, the man of the match, because 5 were born. Against Man Mark, you have to play more direct, and if you don't win that ball or fight that ball 50-50, no chance. And he did it, and yeah, so many good things. It's a perfect game? No. It's an ideal game? No. But we were a team. So you're confident those new players who have not won a title here under you have the mental courage to handle this next 11 games? I said to them, guys, what do you have to do? The mental courage, take a lot of caipirinhas, daiquiris in these 3 days. Enjoy life. And after that, make a proper 3 training sessions and go to Leeds. That is a proper way that always we did it. Because you say, no, if you win here, and now Arsenal will do that, or Aston Villa, and now we're going to do it, and after that, slap in your face, and what you thought is completely the opposite. So just go Leeds. Je suis pas sûr que si Guardiola voit ses joueurs avec des caipirinhas et des daiquiris, voilà. Eh bien, détrompez-vous, Philippe. Ah bon? Oui, non. Le problème, c'est pas de boire la caipirinha, c'est quand est-ce qu'on la boit. Quand est-ce qu'on la boit et combien on en boit. Et combien on en boit. Non, mais attendez, un footballeur doit pouvoir à un moment donné avoir sa soupape aussi. Et si elle est bien faite aussi, c'est quand même important. Si elle est bien faite. Si la caipirinha, oui. Si c'est une frelatée. Ouais, c'est ça. Non, mais ceci dit, je veux dire, sur City de façon globale, 2 choses. La première, c'est mathématiquement, c'est la première fois depuis un bon moment qu'ils ont leur sort entre leurs mains. Oui. C'est-à-dire qu'ils gagnent tout, ils sont champions, c'est clair. Ça, c'est puisqu'ils vont recevoir Arsenal chez eux à un moment donné. Et la deuxième chose, c'est qu'à distance, il y a un duel qui est sympa, c'est que Arsenal est à gagner 0-4 à Leeds. Oui. Donc on va voir s'ils sont capables de faire aussi bien. Et moi, je vais ajouter autre chose, c'est que Haaland, il est né à Leeds. Absolument. Puisque son père a joué à Leeds et il est né avant que son père quitte le club de Leeds. Donc voilà, ceci pour l'anecdote. Anthony, 2 questions. Est-ce que, 1, tu vois Manchester City gagner à Leeds ou alors être vraiment en difficulté? Et 2, on va parler d'Arsenal dans un instant, mais est-ce que tu vois City être champion et dépasser sur les dernières journées l'équipe d'Arsenal? Bon, il faut dire qu'en début de saison, j'avais jamais mis une pièce sur City champion. C'était pas mon club qui s'avait décidé. Mais aller gagner à Leeds, ça va être très, très difficile. Comme je vous ai dit, le match qu'ils ont fait contre Aston Villa, pour moi, c'était un match complet dans tous les sens du terme. Peut-être que physiquement, les 20 dernières minutes, ce sera un peu compliqué pour Leeds. Parce que City, on sait qu'ils savent mettre la pression à tout moment. Mais aller gagner à Leeds, ça va être très, très compliqué pour City. Il faudra qu'ils sortent un gros match. Et d'ailleurs, l'interview que Pep a fait, pour moi, je retire 2 choses de cette interview. C'est qu'il tempère O'Reilly, qui a fait un gros match, qui a été homme du match. Donc, il le tempère, il le calme et il redonne un boost de confiance à Haaland qui en a besoin. Il sait qu'il a besoin d'Haaland pour aller chercher tous ses titres. Voilà, c'est surtout ça que moi, je retiens sur cette interview de Pep Guardiola. Oui, tu as raison, c'est sans doute ça, parce que du côté de Pep, il y a toujours quand même de la réflexion par rapport à ce qu'il dit, même si de temps en temps on a l'impression qu'il sort des trucs comme ça, c'est toujours réfléchi. Bon, on passe à l'autre affiche du week-end en Angleterre, c'est le grand rival de City, bien entendu, Arsenal qui accueille Chelsea. La question, nouveau derby, nouveau piège pour les Gunners, point d'interrogation. Jean-François, tu seras donc là-bas à l'Emirates dimanche. 16h30. 16h30. Enfin, 17h30 heure belge, 16h30 en Angleterre. Oui. Donc, nouveau piège?
Je pense que c'est un piège, oui, c'est un match. D'abord, c'est un derby, donc c'est jamais tout à fait comme les autres le match. C'est un piège, même si je considère que sur papier, Arsenal est supérieur dans sa confiance, dans sa maîtrise collective, et voilà. Mais c'est un jour, un rendez-vous. Et il y a dans l'effectif de Chelsea assez de qualité que pour perturber évidemment Arsenal. Sûrement. Petit bémol, il joue sans Fofana, oui, qui sera suspendu. Exact. On va y revenir. Moi, je vais signaler que c'est la 4e fois que les deux équipes vont s'affronter cette saison. Il y a eu le match aller avec un score de 1 but partout. C'était fin novembre. Et puis 2 victoires en Coupe de la Ligue. Demi-finale de la City, Coupe de Voilà, de la Coupe de la Ligue. Ce qui veut dire qu'Arsenal jouera bientôt la finale contre City. On trouve toujours un petit peu les mêmes équipes. Les Gunners qui ont donc fait un gros match vraiment à Tottenham. Deuxième mi-temps, surtout, c'est là que les Gunners ont émergé. On va voir les statistiques, elles sont là d'ailleurs. Bon, il n'y avait pas photo sur l'ensemble du match, on est tous d'accord avec ça? Oui, surtout défensivement, c'était quand même assez faible à Tottenham. À partir du moment où ils prennent le deuxième but juste au retour des vestiaires, quand même en laissant un énorme espace à Gyökeres pour s'exprimer. En première mi-temps, ils ont plutôt bien tenu le choc, je trouve. Mais ça manquait évidemment de présence devant. Alors il y a évidemment ce but égalisateur juste après, faute, pas faute. Bon, c'est très... Oui, c'est vrai. C'est très, très limite. Oui. J'ai encore entendu l'arbitre hier qui était interviewé sur une télévision anglaise. Et il disait, écoutez, on montrait sa caméra de visio. Il dit, moi je vois 2 mains dans le dos, je siffle. Ouais, mais c'est sûr qu'il siffle dans tous les matchs. Vous vous souvenez Kitike qui a poussé Romero dans le match à Tottenham? Des phases comme ça, on peut en trouver. Des phases comme ça, on peut en trouver 50 par championnat facilement. Là, mais c'est pas pour ça qu'ils n'auraient pas gagné le match, je pense. Même s'ils égalisent. Non. Derrière, il y a trop de facilité à Arsenal par rapport à une équipe comme Tottenham. Chelsea, c'est quand même très différent. Ouais. Et donc, on peut dire que le réveil de Tottenham n'a pas sonné avec Tudor. Exactement. Pour en revenir à... Oui, la semaine dernière, à votre humour, donc voilà, j'avais noté. Allez, Anthony, belle deuxième mi-temps des Gunners. Hein. C'était pas évident quand même d'aller gagner là-bas, même si Tottenham, on sait, ne tourne pas rond cette saison, mais au niveau du mental, il fallait pas flancher parce qu'il y avait de la pression après, notamment les résultats, les partages contre Brentford et Wolverhampton. Ouais, moi je pensais que vraiment Arsenal... contre Tottenham, ça allait être un tournant du championnat. Ça n'a pas été le cas. Mais j'ai vu Igor Tudor, le nouvel entraîneur des Spurs. Dans ce match, il n'a pas eu la bonne approche du match. Pour moi, il a fait une faute tactique, technique. Pour moi, en fait, Tudor a raté son match. Et c'est ça qui a fait que Arsenal a survolé ce match de plein pied. Maintenant, contre Chelsea, ça sera quelque chose d'autre parce que Chelsea, c'est une équipe folle. Folle dans tous les sens du terme. Ouais. Par rapport à ce qu'il dit, d'abord la semaine dernière sur ce même plateau, on avait émis des doutes sur l'engagement de Tudor. Et je trouve que l'analyse d'Anthony, pour le coup, est parfaite sur l'approche et la façon dont il a... C'est quoi l'erreur de Tudor, alors, tactiquement? L'erreur de Tudor tactiquement, si vous refaites tout le match, on a le temps de faire tout le match. Non, mais en 2 mots. En 2 mots, Anthony peut répondre lui s'il veut, puisque c'est lui qui met. C'est quoi ça? Oui, vas-y Anthony. C'est quoi d'avoir mis trop de pression? Ouais, mais moi ce que je trouve quand c'est un match comme ça, un derby, un gros match, un gros et un beau match à jouer, Tudor arrive avec une approche trop défensive. Pour moi, son approche tactique était trop défensive. Quand tu n'as rien à perdre, quand tu sais que tu as un nouvel entraîneur, tu dois ramener de la folie, de la joie, de la bonne humeur, des combinaisons, du jeu, des frappes. Tu dois enflammer tout ça. Et pour moi, ça n'a pas été le cas. Et quand tu as un nouvel entraîneur et que ton premier match, ça se passe comme ça, c'est vraiment bizarre. Normalement, c'était un match où Tottenham devait tout enflammer. Vous avez vu le public, comment il était. Électrique. Il s'en est pas servi. Il a tué un petit peu dans l'œuf, étouffé dans l'œuf l'enthousiasme qu'il aurait pu apporter. C'est génial ce qu'il dit, d'autant plus qu'Anthony précise, et il a raison. Vous savez, il arrive dans une équipe qui est déjà un peu sur les talons, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un peu déjà dans le doute, etc. Et il arrive encore avec des consignes, etc. Alors qu'un joueur, il a besoin d'être libéré. Exactement. Il fallait donner de l'impact dans le match. Je crois qu'il y a une carte jaune dans un derby entre Tottenham et Arsenal. C'est quand même très bizarre. Il n'y a pas assez d'impact. On a laissé beaucoup trop jouer Arsenal en se positionnant effectivement de manière défensive.
Le plan tactique était là, mais il fallait autre chose. Il fallait du cœur, il fallait de la volonté. Et ça, on l'a pas vu. On reparlera évidemment de Tottenham dans d'autres émissions, Tottenham dont la situation est de plus en plus catastrophique. Mais revenons-en à Arsenal. 1-4. 4 buts marqués. 2 buts de Eze, qui en avait marqué 3 au match aller. 2 buts de Gyökeres. On va écouter ces deux gars-là à l'interview. Barry, if we can start with you, it turns out you really enjoy the North London derby. I remember you had a feeling before the first game. Did you again today? To be fair, I always have that feeling whenever I play. But yeah, today it's worked out. We thank God for it. We put in a good performance. We done what we needed to do today, which was the main thing. Victor, huge contribution from you as well. Maybe your best performance in the red shirt? Yeah, in some aspects, I think it was a good one. Then in some other, I think I could have done a few bits better. But yeah, it was a tough game. But I think we showed much better things on the pitch today. Was part of that, Barry, was it a huge response from the team? Yeah, for sure. That's the main thing. We know what we're capable of. We know what we can do. We have to play games to dominate and to win, and we've got the players in the team to do it. So, again, an important win for us, important performance, and we keep going. Yeah, Victor, particularly wanted to ask you about the first goal, an absolute thunderbolt. Did it come at a really key moment for the team as well? Because it's 1-1 at that point, and you must have talked about it at half-time. It shouldn't have been. Yeah, I think we do that a few times in training, I think, and then obviously I watch his goals against these last game. So yeah, try to replicate it a little bit, and yeah, it works. So it's a nice goal. Brilliant from both of you. 2 goals each. The player of the match is Victor. Deserved. There you are, my brother. Thank you, brother. Well done, guys. Gyökeres homme du match. Vous êtes d'accord avec ça? Arteta a dit que c'est le meilleur match de Gyökeres depuis qu'il est chez nous. On lui a laissé assez d'espace pour s'exprimer. Il l'a fait. Pour un attaquant, c'est essentiel. Mais voilà. Honnêtement, oui, c'est très très bien joué, bravo, il a fait un bon match, etc. Après, le but dont on parle là dans l'interview, franchement, c'est une grosse faute défensive. Beaucoup d'espace dans l'axe. Mais ça n'enlève rien à la beauté du but. Bien sûr. Voilà. Et quelque part, on profite toujours aussi dans un match finalement de l'erreur de l'adversaire. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, on marque moins. Il ne faut pas se mentir non plus. Anthony, il a connu des débuts compliqués, notre ami Gyökeres, mais il est quand même en grande forme depuis quelques semaines. Ses stats ont vraiment explosé. On va rappeler qu'il avait, il n'y a pas si longtemps, marqué 2 buts, je crois que c'est contre Sunderland, en montant à 30 minutes de la fin. C'est pas mal quand même. Hein? Ouais, mais là, c'était son match le plus abouti, accompli depuis qu'il est arrivé. Après, je pense qu'il a été... je ne vais pas dire mal utilisé, mais il n'a pas été utilisé à bon escient par rapport à ses qualités en ce début de championnat avec Arteta. Donc, il a eu des difficultés. Il ne faut pas oublier l'intensité de la Première Ligue. Ce n'est pas le Portugal. Donc, il faut que ça se mette en marche. Il a eu 6 mois d'adaptation. Maintenant, à lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Il a montré là avec 2 jolis buts et j'espère pour lui que ça continuera. À côté, enfin pas forcément à côté, mais à côté de lui à l'interview et buteur aussi dans ce match-là, Eze. Donc on l'a dit, il a marqué 3 buts lors du match aller, il n'avait plus marqué depuis le match aller. Et de nouveau contre Tottenham, boum, il en met 2. Et on rappelle qu'il était tellement proche d'aller à Tottenham. C'était incroyable. Après, il est un peu plus décevant que Gyökeres, je trouve, dans cette saison, parce que Zé, ça fait quand même des années qu'on en fait un très très grand joueur, notamment pour l'équipe d'Angleterre. Il a toutes les qualités pour l'être, mais là, il a quand même un peu plus de mal à s'imposer. Alors c'est vrai que contre Tottenham, ça fonctionne bien, mais il faudra, d'ici la fin du championnat, qu'il soit aussi efficace dans d'autres matchs importants, peut-être ce week-end face à Chelsea, parce qu'ils en ont besoin d'avoir l'efficacité d'un Eze dans un certain match, d'un Gyökeres dans un autre match. Il va falloir que tout le monde soit au niveau pour aller gagner un titre. Et là, il a encore un petit step à franchir, je pense. On va voir dans les prochaines semaines. Il est riche, ce noyau, quand même. Hein. Il est riche, hein. Ça, Et il y a 2 choses, moi, qui me frappent. C'est le noyau est riche, c'est une construction qui s'est faite sur le long terme. Et Arteta... Vous savez que j'ai parfois été un de ceux qui trouvaient que c'était bof dans sa manière de gérer les choses, etc. Et je veux juste signaler maintenant que chaque fois que je le vois à l'interview, je ne sais pas s'il se fait coacher par quelqu'un, mais je trouve qu'il y a un positivisme chez lui cette année qui peut-être va faire la différence
à la fin. Aussi. Anthony parlait de ça tout à l'heure, de pouvoir donner à ses joueurs de temps en temps un sentiment comme ça, un petit peu de force et de puissance. Et je trouve que ces sourires aujourd'hui qu'il affiche en interview, même quand c'est difficile, seront peut-être la clé du succès aujourd'hui. Et ce sera plus une clé en tout cas que le dispositif tactique, que les trucs, que les phases. Dans la tête, c'est là que ça se passe. Voilà, rapide, oui. Tu as raison, Jean-François, ça m'a frappé dans la conférence de presse d'après-match contre Wolverhampton, où il a dit, mais oui, critiquez-nous, on le mérite, on doit gagner ce match-là, c'est pas normal qu'on le perde. Mais il le disait avec un sourire, pas du tout comme il le faisait avant. Et là, je me suis dit, cette saison, il a une confiance qu'il n'avait pas avant dans son équipe, et ça, c'est très bon signe pour Arsenal. Dans ce match, il y a Trossard qui a fait un bon match aussi. Donc voilà, match tout à fait dans les cordes de Leandro. Arsenal doit donc confirmer dans ce derby face à Chelsea. Alors les Blues de Chelsea, il y a eu le changement d'entraîneur évidemment. Maresca a été viré, il a été remplacé par Rosenior. Les résultats ne sont pas mauvais avec Rosenior. C'est 4 victoires, 2 partages, mais il y a quand même 2 résultats décevants, les 2 derniers, 2 fois à domicile. 2-2 contre Leeds et 1-1 à domicile contre Burnley. 4 points jetés par la fenêtre. Parce qu'à chaque fois, Chelsea menait. Et regardez le nombre de points perdus en position dominante à domicile par Chelsea. C'est énorme, ça. C'est plus qu'énorme, c'est presque scandaleux pour une équipe qui a l'ambition d'être candidat au titre. C'est là qu'ils perdent évidemment cette possibilité-là. Est-ce qu'ils ont vraiment l'ambition d'être candidat au titre? Je pense qu'en début de saison, ils l'avaient, oui. Ouais. Au minimum, le top 4. Au minimum, et ils n'y sont pas. Mais perdent 17 ils ne sont plus. Ce week-end, lundi soir, ils étaient hors top 4 puisque c'est Manu qui y est maintenant. Donc. Manu a 3 points de plus. Et 4e. Anthony, c'est quoi? C'est un peu de. C'est quoi? Quand on encaisse comme ça des buts et qu'on ne parvient pas à confirmer à domicile lorsqu'on mène au score, c'est quoi? Est-ce que c'est de la concentration? C'est un peu de négligence, de suffisance? Tu penses quoi, toi? Non. Vous savez, moi, j'avais mis Chelsea comme mes favoris justement au titre. Parce que je m'étais. Par rapport à la Coupe du Monde des clubs qu'ils avaient fait, je me suis dit, sur cette lancée-là, Chelsea était capable de faire quelque chose. Mais en fait, j'ai compris. En fait, ce club-là, c'est. Je vais mettre Chelsea égale à folie. Mais dans tous les sens du terme, que ce soit dans les transferts, dans les clubs. Et ça se répercute sur le terrain, en fait. C'est une équipe jeune, plein d'envie, plein de potentiel, mais il n'y a rien de canalisé, rien de structuré. Et avec tout ça, c'est normal que de temps en temps, tu gagnes 2-0, tu te fais revenir à 2-2, ou tu penses que tu vas gagner un match là-bas et tu le perds. Parce que celle-ci, c'est la folie. Voilà, c'est exactement ça. C'est plein de folie, mais rien de structuré, rien de canalisé. C'est exactement le mot que je vais retenir, ce mot que tu dis. C'est pas canalisé. La preuve, les cartes rouges aussi, parce que c'est énorme les cartes rouges prises par Chelsea cette saison, et des cartes rouges qui ont coûté des points aussi. 13 points perdus lors des matchs où Chelsea s'est retrouvé à 10. C'est énorme aussi, ça, Jean-François. Il y en a encore une le week-end dernier. Je peux répéter le même mot? Pas canalisé? Bah oui. Voilà, les cartes, à un moment donné, c'est aussi le signe alors certes d'un tempérament de feu, mais il faut pouvoir, à un moment donné, faire la part des choses entre l'engagement et peut-être le surengagement. Et voilà, Anthony expliquait il y a une minute que quand il y a ce grain de folie, certes, c'est très intéressant, mais il faut aussi le structurer un petit peu. Ce qui fait la différence, Anthony, entre d'ailleurs ce qu'on dit toujours, parce que je sais qu'on a toujours eu des discussions là-dessus, tous les deux, puisqu'on est... Voilà, c'est ce qui fait parfois la différence entre, vous savez, quand on vous dit ouais, mais le football de rue, etc. Machin. Oui, il y a le football de rue et puis il y a le football de club aussi. Et donc, c'est vrai, Anto, non? Exactement. On a eu des discussions par rapport à ça. Donc voilà. Mais bon. Il y a aussi un fait marquant, je trouve, c'est que il y a une saison, 2 saisons, 3 saisons, on reprochait à Arsenal de ne pas justement bien canaliser cette histoire de cartes rouges, et ça leur a coûté cher. Cette saison, vous savez combien ils en ont pris des cartes rouges? Zéro. Ça, c'est encore un signe important de la canalisation des énergies dans l'équipe d'Arteta, du travail qui se fait chaque année un petit peu. C'est vrai qu'on a beaucoup douté de son travail, mais finalement, ça a été peut-être un petit peu plus lent que d'autres, mais on a quand même l'impression qu'il va y arriver cette année. Très bonne réflexion. Il est un peu diminué, je ne sais pas si vous voyez, il a un petit problème mais ça ne l'empêche pas de cogiter, de réfléchir. Bref, Philippe. C'est pas les cellules grises qui sont... Non. C'est la musculature. C'est la nuque, C'est moins grave. Voilà. Bon, allez, à propos de Chelsea, on va rappeler quand même qu'il change beaucoup sa défense. Rosenior, c'est aussi quelque chose. Et puis Cucurella. Là, il va devoir la changer. Il va devoir la changer. Cucurella, est-ce qu'il sera là? On ne sait pas, parce qu'il n'était pas là ces dernières semaines. Bref, Rosenior, on va l'écouter quand même après le partage contre Burnley, et vous allez voir, il était
pas content du tout. It's not good enough for a club of this level. It's not good enough for me to come and say we were the better team. We need to be the better team in every game. We need to win games of football. And I know what the answer is, and we will address it in the week. There's an inquest after every game, whether we win or lose. But I'm learning about the players. I'm learning about the people you can lean on when things aren't going your way and you need to see a game out. And that's something we need to address very quickly. Wolves away, Crystal Palace away, Leeds at home today, where we've conceded goals from moments of lack of concentration, lack of accountability, and if we want to maximise the potential, which I know is there, we have to address that very quickly. We need to have players who you can rely on in the moment to do their job. Set plays are massive in the Premier League. They're so important. Our record this season defending set plays is not to the level which is required for us to achieve what we want to achieve, and that's something that I need to address. The teams that win titles, which is where we want to get to, they win games 1-0 when they probably haven't had the best performance. That should have been at least a 1-0 today. Even with 10 men for 25 minutes, that should have been a 1-0 at the least. I know what we need to get there. It's not down to youth. It's down to assessing the players and assessing the ones you can rely on in the difficult moments. Voilà, c'est fort, c'est straight to the point et y a des têtes qui vont rouler. Hein? C'est ce qui semble dire quand même. Ce sera peut-être la chance de la Via à un moment donné. Pourquoi pas? C'est pas j'entends Anthony rigoler, moi je sais pas si ça te fait rire, Anto. Non, mais parce qu'il a vraiment dit ça. On sent qu'il veut casser des têtes ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, il veut éradiquer le problème. Ah ouais, mais c'est un discours au moins. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'il ça passe sous sa casse. C'est pas un peu risqué son discours, franchement? Franchement, surtout avec un noyau aussi jeune. C'était les jeunes, soit ils te le prennent bien, soit ils le prennent mal, mais il n'y a pas de juste milieu. Hein. C'est soit bon ou mauvais avec un jeune. Fais très attention au discours que tu donnes et que tu fais passer au vestiaire. Hein. Et surtout dans des vestiaires comme ça où ils sont tous à plus de 100 000 euros la semaine chacun, tout le monde. Fais très, très attention. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Intéressant. On verra la suite de Chelsea. Attention, Chelsea, un programme assez particulier, chaud. Hein, après le match de ce week-end, à Aston Villa, contre Newcastle, à Everton, contre City et contre Manchester United. Les semaines qui arrivent vont être importantes pour les Blues. Voici le programme de Play Sport en ce qui concerne la Première Ligue. Et puis on passe à la Bundesliga. Wolverhampton, Aston Villa. C'est ce vendredi, donc le match d'ouverture, Bournemouth, Sunderland, Liverpool, West Ham, Newcastle, Everton, Leeds City, on en a parlé. Et puis le lendemain, United qui continue quand même sa progression, accueille Crystal Palace et Arsenal, Chelsea. Bien entendu, on passe à l'Allemagne avec cette grosse affiche, bien entendu, le classiqueur entre Dortmund et le Bayern. Anthony, puisque tu vas travailler sur ce match-là ce dimanche, tu connais bien l'Allemagne, tu connais bien le Bayern, tu connais bien Vincent. C'est le dernier obstacle du Bayern. Est-ce qu'on peut encore considérer ce match comme un obstacle, d'ailleurs, sur la route du titre pour les Bavarois, qui ont 8 points d'avance encore sur Dortmund? En tout cas, c'est un match à jouer, il faut le jouer, il ne faut surtout pas le perdre. Et je pense que pour le Bayern, au-delà de jouer ce match, c'est continuer sur une série positive pour les matchs suivants, parce que je pense qu'ils sont sur plusieurs tableaux et qu'ils veulent gagner sur plusieurs tableaux. Dortmund qui est pas trop mal, mais bon, la suprématie du Bayern, elle est telle que je vois pas une défaite. Je ne vois pas une défaite de Vincent là, à Dortmund. Non. Ça paraît peu probable. Bon, attention. Surtout que le dernier match contre Leipzig, où j'attendais de voir quelque chose de Dortmund sur le plan du jeu, et je n'ai pas vu grand-chose. Leipzig, pour moi, mangeait Dortmund radicalement. Et je n'ai pas trouvé de plan de jeu, je n'ai pas trouvé de réaction par rapport à au plan de jeu de Leipzig. J'ai rien vu dans ce match. Et pourtant, ils font 2-2. Ouais. Exact. Et sur l'ensemble de la saison, on en a parlé la semaine passée, on s'est dit, avec un parcours pareil, c'est presque un parcours de champion pour Dortmund. Mais il y a une chose qui pose problème, c'est qu'ils font trop de partages. 7 partages de Dortmund, dont celui de la semaine dernière. Tu en parlais, Anthony, face à Leipzig, ça c'est trop. C'est ça qui fait la différence. Contre Saint-Pauli, contre Hambourg, contre Fribourg, voilà, ce sont des partages où le Bayern a pris... les partages, c'est ce qui peut sauver une équipe qui se bat pour ne pas descendre. Par contre, c'est
ça tue une équipe qui pourrait être candidate au titre, évidemment. Mais il y a des partages, excusez-moi, il y a des partages où on peut croire qu'on peut gagner. Mais moi, quand j'ai vu le match la semaine passée, c'est un partage qui te fait dire que non, normalement, c'était la défaite absolue. Oui, avec une égalisation 2-2 par quelqu'un qu'on connaît bien, Fabio Silva. Il a marqué à la 95e pour égaliser. On l'a connu évidemment en Belgique. 6 mois du côté du Sporting d'Anderlecht. Il a un parcours un peu particulier quand même, ce gars-là, parce qu'on pensait que c'était la grande star d'avenir du foot portugais. À 17 ans, il a été vendu par Porto à Wolverhampton pour 40 millions d'euros. Et puis il s'est un peu perdu, non ? Quand il est arrivé à Wolverhampton, on l'attendait évidemment avec beaucoup de curiosité, parce qu'avec un tel montant dépensé pour une équipe comme Wolverhampton, ça devait être le personnage qui allait transformer le club en peut-être un club européen. Ça n'a pas du tout été le cas, et on a vite compris quand même que c'était un petit peu léger pour la Première Ligue. Et bon, après, il a été se faire une santé à Anderlecht, mais la suite n'a pas été... 6 mois. Ouais. Non, bien sûr, mais il fallait trouver des solutions pour lui, et je ne suis pas sûr qu'à Dortmund, pour l'instant, il est plus convaincant non plus. J'ai juste envie d'entendre Anthony là-dessus, parce que on a 17 ans, on débarque à Wolverhampton, on vaut 40 millions. Comment on fait pour gérer tout ça ? Surtout qu'il n'avait pas encore joué beaucoup avec Porto, Anthony, à l'époque. C'est exactement ça le problème. Tu ne gères pas ça, Jean-François. Sur le plateau, on gère clairement, on ne gère pas ça. Un jeune comme ça, quand il a la possibilité d'être dans son club formateur, je pense qu'il doit faire 2-3 saisons complètes avant de pouvoir prétendre à un transfert en Première Ligue. Je dis bien en Première Ligue, parce qu'on sait que le niveau en Première Ligue, c'est pas pour rigoler, c'est pas des blagues. Et voilà. Mais maintenant, comme on le sait tous, on n'achète plus les joueurs par rapport à sa valeur ou à long terme. On achète sur le potentiel, on vise un potentiel qui peut... Et on voit qu'on tue plein de joueurs comme ça. Et j'espère pour Fabio Silva que ça sera pas sa chute. J'espère qu'il va se remonter la pente. Mais c'est les clubs qui tuent les joueurs. C'est les transactions financières qui tuent tous ces jeunes joueurs qui ont plein de potentiel et qui après, mentalement, s'en sortent plus ou presque pètent des plombs. Et là, il a été victime de la filière portugaise de Wolverhampton. C'est clairement ça qui a joué. Ça a fait beaucoup d'argent pour Porto. J'ai vu sur Transfermarkt qu'à l'heure actuelle, il ne valait plus que 20 millions, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il a coûté à Wolverhampton pour le prendre de Porto. Bien, on passe au Bayern, évidemment. Qui dit Bayern dit chiffres exceptionnels. On va les voir, les chiffres du Bayern cette saison. Anthony, toi qui es le grand ami de Vincent, est-ce qu'il est content avec ces chiffres-là où il se dit non, on aurait encore pu faire mieux ? C'est difficile, hein ? C'est difficile. Non, t'as dit la bonne réponse. Non, on peut encore faire mieux. Je suis convaincu que Vincent, c'est quelqu'un qui se relâche jamais, comme ça veut. C'est ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui se relâche jamais, et je pense qu'il veut toujours plus, et il en demandera toujours plus. Et malgré qu'il en demande toujours plus, c'est quelqu'un qui est correct, qui donne de l'espace aux joueurs et tout ça, mais à partir du moment que tu es sur le terrain, c'est pour performer à 210%. Il rigole pas avec ça, et de ce côté-là, Vincent, il n'y a pas de 50-50. Vous, en fait, tu l'as connu aussi, Vincent, avec l'équipe nationale Espoir, avec Anthony. Vous étiez à 3 à un moment donné, je crois, dans le même vestiaire. Exactement. Aux Jeux Olympiques. Championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Anthony était aux deux, et Vincent n'était pas au Championnat d'Europe. Donc, il n'était pas au Championnat d'Europe, hein, Vincent ? Non, hein ? Vincent n'était pas au championnat d'Europe, il était aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc, ouais. Et moi, j'ai toujours gardé l'admiration pour les deux. Et si vous me demandez, un peu plus d'admiration encore pour Anthony, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Voilà, c'est comme ça. Voilà. La carrière de foot, c'est vrai. Ce sont des aventures. Après pour parler de Vincent au Bayern, je pense que Vincent, c'est quelqu'un qui apprécie de tout le monde par rapport à sa communication, sa prestance et tout ça. Je pense qu'au Bayern, c'était pas ça le problème. Le seul problème qu'il pouvait avoir Vincent au Bayern, c'était de gagner le vestiaire. Et à partir du moment où il a gagné le vestiaire, vous voyez les résultats. Et il l'a gagné très vite, je pense aussi. Parce que très vite, on a senti les joueurs derrière lui. Ce qui n'était pas forcément le cas d'autres commentateurs autour. Mais je pense effectivement, comme il dit,
dans le vestiaire, il est très vite pris. Ce qui a été un peu la difficulté, par contre, à Burnley, où il a perdu son vestiaire à un moment donné en Première Ligue, parce qu'il y avait une exigence qui n'était plus à la hauteur non plus des qualités des joueurs et inversement. Enfin, voilà, il faut aussi qu'il y ait comment je vais dire ça, une connexion entre les deux à un moment donné, qui se trouvent l'un et l'autre. Alors, pour le Bayern, il y a évidemment la Bundesliga, il y a d'autres objectifs. La Ligue des Champions, on en parle souvent, c'est là-dessus qu'on va juger aussi le Bayern de cette saison. Et puis, il y a cette fameuse chasse au record. On fait le point, on le fait de temps en temps dans cette émission. Alors, record de points, il faut tout gagner. Donc, il reste 11 matchs, il faut tout gagner pour battre le record de points. Et pour le reste, les buts à marquer, ça va aller, hein, Phil, non ? 17 buts à marquer jusqu'à la fin de la saison, je crois que ça va aller. Pour Harry Kane, il peut avoir un moment, un passage à vide aussi, mais là, il tourne à 2 buts par match, donc ça devrait aller aussi. Ouais. Voilà. Ça l'intéresse, les records, ou pas ? Non, je pense que le record de buts pour l'équipe, c'est quoi ? 17 buts à marquer pour l'équipe, mais je pense que ça, c'est le seul record que pour Kane. Le reste, ça va pas. Je pense que Kane va marquer ses 17 buts-là, le reste va marquer le reste. Ouais. Je pense. C'est important, les records, pour Vincent ou moyen ? Non, je pense pas que c'est important pour lui. Mais à partir du moment où tu es au Bayern, comment tu veux être plus grand que Pep Guardiola ? Comment tu veux être plus grand que Ancelotti ? Comment tu veux être plus grand qu'un tel sans pulvérisant des records ? Sinon, tu es au même niveau ils sont tous au même niveau. C'est vrai que sur le palmarès, ceci dit, il s'est exprimé, Vincent, sur Kane notamment. Hein. Il a dit à un moment donné, ok, si c'est très bien, s'il arrive à marquer, mais c'est pas pour lui l'essentiel. Il va pas faire tout, il va pas mettre son équipe pour que Kane marque. D'office, oui, évidemment. Le vrai objectif cette saison, c'est gagner la Ligue des Champions. Ceci dit, ça reste des discussions de journalistes. Parce que je suis au sein même Anthony, du vestiaire. il n'est pas journaliste, c'est l'ami de Vincent. Oui, je sais, mais lui sait très bien aussi que la seule chose qui compte pour les joueurs à un moment donné, c'est gagner des matchs, gagner des primes, gagner et c'est ça qui fait l'unité aussi, c'est la victoire, c'est ça quoi. Anthony, si tu devais relever ou pointer une qualité dans le rôle d'entraîneur de Vincent Kompany, ce serait quoi ? Une qualité. Je pense qu'il est bienveillant. Ah, c'est important ça. Ouais. C'est important. Oui. Moi, encore. Merci Anthony, parce que moi la réponse elle me convient parfaitement bien. Bienveillant. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier cette notion-là. On gère des personnes. Et des jeunes surtout. Exactement. Donc c'est important. Mais, oui, et je trouve que ça s'entend souvent lors de certaines interviews, lorsqu'il est amené à parler de certains jeunes. On l'a entendu il n'y a pas si longtemps sur Lennart Karl, où il avait vraiment une réflexion intéressante. Mais alors, il y a autre chose, ça n'a rien à voir. Mais je voudrais quand même te poser la question par rapport à cette attitude de Vincent. Toujours très posé, calme, etc. Et là, il y a eu quand même aussi, la semaine dernière, cette sortie médiatique à propos de l'affaire Vinicius en marge du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real. L'affaire des insultes racistes potentielles, on ne va pas entrer dans le débat parce que ce n'est pas le but, Anthony. Mais moi, j'ai été étonné qu'il prenne une position pareille parce que ce n'est pas dans son style, en principe. Enfin, tu le connais mieux que nous, mais... C'est rare. Non, en fait, rare. Non, en fait, oui, ça peut être rare, mais quand il s'agit de prendre position par rapport à une situation bien concrète, Vincent l'a toujours fait. C'est pas de maintenant. C'est pas quelqu'un qui va commencer à parler, s'aventurer dans des discussions pour rien. Mais à partir du moment où c'est vraiment des discussions bien concrètes sur des sujets très sensibles, Vincent prendra toujours une position très claire. Et c'est la position qu'il a pris. Par rapport à cette situation, c'est une position qu'il a depuis tout petit. C'est pas qu'il a eu ça d'un coup parce qu'on a parlé de Mourinho, parce qu'il est au Bayern. Non, ça n'a rien à voir. Vincent, par rapport à cette situation, a cette position depuis qu'il est tout petit. Okay. En plus, c'est un garçon issu de multiculturalité. Papa noir, maman blanche, donc il sait très bien de quoi il parle. Tu l'as combien de fois au téléphone par semaine 0. C'est pourquoi déjà moi le téléphone c'est compliqué et en même temps non, moi je suis pas quelqu'un qui dérange. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis mais je les dérange pas.
temps en temps des petits WhatsApp, tranquille, ça va. Voilà. Mais sinon, si vous voulez savoir si je rentre dans sa vie intime, pas du tout. Si je rentre dans sa vie professionnelle au club, pas du tout. Je le laisse faire et on regarde et on apprécie et on lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Allez, c'est chouette, c'est chouette. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Anthony, on te laisse et on te remercie parce que c'était vraiment chouette de bavarder avec toi, à la fois de l'Angleterre, mais aussi de l'Allemagne et de Vincent. C'était instructif et sympa. On t'écoutera donc dimanche en plateau pour le Classiqueur. Tu reviens quand tu veux. Merci. Jean-François est là. Il est toujours, nous aussi d'ailleurs, très content de te croiser. Avec plaisir. Merci Anto. Avec plaisir. Un grand merci. À très bientôt. Ciao, Merci ciao. Anthony. Très bientôt. Ciao. Et nous, on enchaîne avec les matchs de Bundesliga qui sont diffusés ce week-end sur Sport. Le programme Augsbourg-Cologne, vendredi. Dortmund-Bayern, on en a très largement parlé. Stuttgart-Wolfsburg et Hambourg-Leipzig, ça, ce sont des matchs quand même qui sont importants, notamment pour le top 4, parce que c'est chaud. Et parce que tu le commentes aussi. Non. Ah oui, c'est vrai. Hambourg-Leipzig, c'est vrai. Vous avez bien fait de le rappeler. Tu as bien fait de le rappeler. C'est vrai. J'avais oublié, tiens. Et puis, l'Europa League et Conference League, c'est sur Sport World. Qui fait quoi c'est demain Moi, Ferencváros, Ludogorets. Et moi, Nottingham, Fenerbahçe. Voilà, Panas Zrinski, ce sera avec Serge Rademacher et Pilsen face au Pana, ce sera avec moi. Je vous rappelle encore que, comme d'habitude, que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo et que vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux habituels. Merci Phil, merci Jean-François, c'était chouette comme émission, intéressant avec Anthony. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation et rendez-vous mercredi prochain tout simplement pour une nouvelle émission de PLB Club. Bye bye.